Ensuite, c'est devenu l'histoire de Jeff, Valérie et Samia, l'équipe nouvellement recrutée par Luc. En faisant de la réussite une aventure collective, Banque Populaire porte bien son nom. Banque Populaire, la réussite est en vous. Partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, nous sommes mercredi habituellement, c'est le jeudi, notre jeudi politique. Nous parlons politique tous les jeudis, mais je serai demain au Mondial de l'Automobile, en direct du Mondial, avec le ministre des Transports Clément Beaune qui sera avec moi pendant 1 heure, avec moi pour répondre à mes questions et ensuite répondre aux questions des auditrices et des auditeurs. D'ailleurs, continuez à appeler comme vous le faites tous les jours et nombreux, de plus en plus nombreux, 0826 300 300. Donc, jeudi politique non, mercredi politique oui, avec nos invités. Nous avons Pierre-Henri Dumont dans ce studio, secrétaire général adjoint des Républicains, député du Pas-de-Calais, bonjour. Bonjour. Par ordre alphabétique. Nous avons Thomas Porte que nous attendons, qui est député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui va nous rejoindre. Et puis Violette Spilbou, qui est députée du Nord, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, nous allons commencer, nous allons parler évidemment du 49.3, de la situation dans les raffineries, mais plus largement de la situation sociale en France. Mais je voudrais commencer avec le drame de Lola, la mort de Lola, cette mort atroce qui fait réagir. Racida Dati était avec nous il y a quelques minutes, elle dit mais ça nous concerne tous. Oui, ça nous concerne tous. Donc nous allons y revenir. Je voudrais simplement commencer en relisant ce qu'a déclaré le maire de Foucreuil dans le Pas-de-Calais. Le maire de Foucreuil est un ami des parents de Lola qui sont originaires du Pas-de-Calais. Il les a rencontrés, il a rencontré les parents pendant plus d'1 heure, c'était lundi soir. Je n'ai pas ressenti de haine chez eux, dit le maire de Foucreuil. Ils sont dans la sidération, l'incompréhension, ils sont anéantis, ils ont coupé leur téléphone, ils ne regardent pas la télé, ils ne veulent surtout pas de récupération politique. Les parents de Lola vont quitter Paris, ils vont s'installer à Foucreuil et Lola devrait être enterrée à Lillers, c'est pas très loin de Foucreuil, dans le Pas-de-Calais. Vendredi soir d'ailleurs, à Foucreuil, il y aura une petite réunion à la mémoire. Bien, Thomas Porte nous a rejoint. Thomas Porte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis. J'étais en train de parler de la déclaration du maire de Foucreuil à propos des parents de Lola, puisqu'il les connaît bien. Ils sont originaires de cette commune et il les a rencontrés lundi soir. Alors, y a-t-il eu récupération politique ou pas autour de ce meurtre atroce? Je vous propose d'écouter un échange qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale entre le député Éric Pauget et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le défaut d'exécution de ces décisions de justice rend votre ministère responsable de ces drames. 80% des OQTF ne sont toujours pas exécutés en France et le nombre de retours forcés vers l'Algérie a chuté de 94% entre 2020 et 2021. La France ne saurait tolérer l'irresponsabilité pénale de ces bourreaux qui n'ont leur place que dans l'avion ou en prison. Une OQTF a été délivrée sans obligation de quitter immédiatement le territoire national. Il s'agit d'un départ volontaire. Pardon, il n'y avait aucune raison qu'il en fût autrement. C'est nos règles. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied. C'est une honte, monsieur le député. L'ambiance hier après-midi à l'Assemblée nationale, que vouliez-vous ajouter, Violette Spilbou? Est-ce qu'il y a récupération politique autour de ce drame? Moi, ce que j'ai entendu, les propos que j'ai entendus de la part de plusieurs responsables politiques m'ont donné envie de vomir. Parce que effectivement, on a des parents qui sont dans le deuil, on a des propos qui sont indécents. Je pense qu'il y a une partie de ceux qui les ont prononcés qui ne mesurent pas à quel point ils font des dégâts dans l'ensemble de la société. Et aujourd'hui, je pense que notre devoir, et c'est ce qu'a rappelé le président de la République quand il a reçu les parents, c'est ce qu'a rappelé la première ministre au banc de l'Assemblée, c'est le respect de ce moment de deuil, d'attendre que les parents puissent enterrer leur fille et d'attendre
que l'enquête progresse. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Beaucoup de compassion, beaucoup d'émotion même quand je parle, parce qu'on est parents et que personne ne voudrait voir un tel drame arriver. Pierre-Henri Dumont. Je voudrais d'abord avoir une pensée émue pour la famille, les proches, les amis de Lola. C'est, vous l'avez dit, une petite fille, une famille qui viennent de mon département du Pas-de-Calais. Et c'est vrai qu'on a été tous extrêmement choqués. Et je pense que la colère, en fait, qui s'exprimait hier à l'Assemblée nationale, la colère des députés, parliez d'Éric Pauget, vous avez diffusé sa question, qui est député membre du groupe Les Républicains, c'est une colère qui, je pense, derrière, a la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'une gamine de 12 ans peut se retrouver enlevée, violée, décapitée en plein Paris ? C'est ça aujourd'hui la question. Et l'enjeu, oui, c'est évidemment de respecter le deuil, c'est l'urgence absolue de la famille et des proches de Lola, mais c'est aussi demain, dans un futur très proche, de savoir comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait plus d'autres Lola. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. Demain. Mais est-ce l'enjeu aujourd'hui ? Écoutez, en tout cas, je pense qu'on pourrait attendre un petit peu. Pointer du doigt, pointer du doigt. Une réalité. Est-ce qu'il y a eu précipitation ? Mais non, est-ce qu'il y a eu précipitation pour récupérer ou pas ce drame atroce ? La réalité, c'est que il faut aussi faire passer des messages à l'Assemblée nationale, et que j'entends généralement la gauche bien pensante qui nous sort des collectifs Justice pour Adama dès qu'il y a un micro quelque chose. Là, rien. On n'entend pas les féministes. On n'entend pas celles et ceux qui sont généralement les pros de l'indignation. Dans les médias, ce meurtre horrible de la petite Lola est passé à l'as. D'ailleurs, mais par rapport... Vous ne regardez pas les médias et vous ne discutez pas autour de vous. Pas dans les médias. Par rapport aux autres actualités, et d'ailleurs c'était très symptomatique, sur les questions au gouvernement d'hier, les 4 premières questions, qui étaient des questions de la majorité et de la NUPES, étaient toutes des questions qui ne portaient pas sur Lola, qui ne portaient pas sur la compassion avec la famille, qui n'exprimaient pas la solidarité de la nation avec la famille, mais qui étaient uniquement centrées sur la mobilisation sociale. Moi je pense, mais que ce qui était le plus important hier, c'était de participer à cette émotion collective et de montrer la solidarité de la représentation nationale avec la famille, avec les proches, plutôt que de faire de la politique politicienne comme l'a fait le garde des Sceaux. Thomas Porte, récupération politique ou pas ? Clairement, récupération politique. Les propos qui ont été tenus hier dans l'hémicycle sur la question du député Les Républicains sont absolument scandaleux. Et je partage ce qu'a dit le garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'on s'est servi du cadavre d'une gamine de 12 ans pour faire de la politique. Mais c'est pas surprenant, Éric Ciotti a refait la même stratégie hier soir en commission des lois dans laquelle je siège, où il a réutilisé Lola pour parler d'immigration, pour parler d'insécurité. Et si l'hémicycle est un lieu où on interpelle le gouvernement, il y a aussi une responsabilité. Et dans cette période de deuil, notre position, c'était évidemment d'adresser notre soutien à la famille, d'adresser nos sentiments et d'avoir de l'émotion. Pas d'utiliser une question au gouvernement pour faire de la récupération politique. Mais ça, c'est pas arrêté à la droite, puisque je vois que l'extrême droite appelle à des manifestations. Il y a y compris les militants d'Éric Zemmour qui sont en train de déposer des noms de domaine, qui organisent des pétitions. Donc il y a une récupération politique sur un fait qui est absolument atroce. Il y a un temps de deuil, il faut respecter ça. Évidemment, derrière, il y a des questions qui vont se poser. Qui doivent être posées. Elles seront posées dans le débat. Mais aujourd'hui, dans le drame que traverse cette famille-là, il y a un temps de dignité, il y a un temps de deuil, il y a un temps d'émotion, il y a un temps de respect à avoir. Et je crois que c'était pas le lieu hier à l'Assemblée pour poser cette question-là. Bon, alors, posons une question dans tous les cas, parce que là, c'est une question qui est en rapport avec les faits. Au QTF, un mois, cette jeune femme qui est accusée du meurtre de Lola devait quitter le territoire français. Il n'y avait pas eu de rétention. Au QTF le 21 août, elle devait quitter le territoire français. Pas de rétention. Un départ sous 30 jours. Elle était toujours là. Les OQTF, alors élargissons le débat, c'est l'occasion. Les OQTF, une fois sur 10, sont exécutés. Je dis bien une fois sur 10. Oui. C'est une vérité à laquelle il faut répondre. Les OQTF, c'est une vérité, il y a un sujet de taux d'exécution. C'est une réalité qui a vécu aussi les 2 ans de Covid qui ont fait qu'on a beaucoup ralenti les OQTF parce qu'il y avait une réalité d'impossibilité physique. J'ai pas terminé. Oui. Et que en début 2022, il y a eu un renforcement d'abord des moyens de police parce qu'il faut des policiers derrière chaque personne qui a une OQTF et une obligation de quitter le territoire. Et on est remonté
on remonte 20%, 25%, 30%, et on a un objectif d'exécution beaucoup plus important. Vous mentez, Madame Spielbout. Non, mais enfin, on ne va pas être dans les accusations personnelles. Je crois que vous n'avez rien à... Vous n'avez pas les vrais chiffres, vous dites des mensonges. Non, sur l'Algérie. J'ai les chiffres du ministère. Sur l'Algérie, j'étais en audition hier en commission de l'Intérieur. Attendez, pas ensemble. Voilà, j'étais hier en audition de Gérald Darmanin. Les OQTF doivent être exécutés. J'étais hier en audition de Gérald Darmanin sur les crédits du budget immigration. Sur la question de l'Algérie, parce qu'on parle d'une ressortissante algérienne, il y avait 1642 retours en 2019 pré-Covid. Il y a, à date d'hier, il y avait eu 500 retours pour l'année 2022. J'aurais dit 700, vous voyez, donc j'étais pas très loin. Donc la réalité, c'est que quand vous dites que 500. On est passé de 1600 en 2019, donc l'année avant Covid, à 500. À 500, un petit peu plus de 500, 540 aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que quand vous dites qu'on arrivait à 20 ou 30% des OQTF, c'est absolument faux. Je vous parle de l'ensemble des nationalités. Vous ne parlez que de l'Algérie. Sur l'ensemble des nationalités, le chiffre est autour de 88% d'OQTF qui ne sont pas appliqués. Voilà, c'est ça la réalité. Parce que vous manquez d'ambition politique pour forcer la main des pays qui a délivré les d'abord, on va avoir ce débat à l'Assemblée et de façon sereine, parce que je pense à nouveau que c'est pas aujourd'hui qu'on doit à la fois stigmatiser une catégorie de population, stigmatiser en particulier l'Algérie. Excusez-moi, bien sûr. Et moi, vous savez, je vais très souvent sur des débats, sur d'autres chaînes que la vôtre où le sujet de l'immigration est permanent. Je n'ai pas peur de ce débat, je n'ai pas peur d'assumer les responsabilités d'un gouvernement qui fait progresser les moyens de la police et de la justice comme jamais ça n'a été le cas. Et le dernier quinquennat a montré un progrès dans les moyens et les forces de l'ordre et la simplification aussi de la justice, l'augmentation de la rapidité aussi des examens administratifs, des situations des personnes en situation irrégulière. C'est une réalité. On continue de travailler, on est à l'action, on a la critique extrêmement facile, et je trouve à nouveau que le moment aujourd'hui de ce deuil n'est pas le moment de stigmatiser une partie de la population. Alors j'ai une autre question, très bien, sur les OQTF. Que dit la France Insoumise, Thomas Porte ? Déjà, je remarque qu'on est en train de faire l'inverse de ce que demande la famille, puisqu'elle a demandé aucune récupération politique. Mais là, on n'est pas dans la récupération politique. Pardon ? Mais vous savez, on n'est pas dans la récupération politique. On pose des questions, Thomas Porte. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. La question de la politique migratoire. Moi, je ne parle pas de l'origine de la coupable présumée. Oui. Que les choses soient très claires. Mais ce qui est en train de se passer dans le débat politique depuis qu'est arrivé ce drame, c'est qu'il y a des gens qui utilisent ça pour alimenter leur haine raciste et xénophobe. C'est ça qu'il y a derrière. Peut-être qu'il y en a. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas notre cas. Je vous pose une question. Quelle est la position de LFI sur les OQTF ? Nous, on a toujours respecté les décisions de justice, mais la politique migratoire de ce pays, elle ne doit pas se résumer aux OQTF. Il faut l'avoir avec une vision plus large. On aura le débat là-dessus. Je vous pose une question précise. Quelle est la position de la France Insoumise sur les OQTF ? Faut-il accélérer ? Faut-il prendre toutes les mesures possibles, les moyens possibles pour accélérer le retour dans le pays d'origine du citoyen étranger délinquant ? Je vous pose la question. Mais parce que tous les cas se regardent individuellement, et là vous avez parlé d'une personne... C'est une décision de justice. Oui, qui était une obligation. Elle n'était pas obligée de quitter les territoires, c'est sur la base du volontariat. C'est ça qui s'est passé. Je vous parle généralement sur les OQTF. Quelle est la position de la France Insoumise ? Quand il y a des décisions de justice, on est pour qu'elles s'appliquent. Je ne peux pas vous répondre de manière plus claire. Donc expulsion. Oui. Retour au pays d'origine. Quand il y a des décisions de justice qui sont appliquées, oui. Très bien. Je rappelle que je ne vais pas m'intéresser à l'origine de la coupable présumée. Je ne vais pas utiliser l'origine de la coupable présumée. Oui, mais c'est ce qui a été fait à l'Assemblée hier. C'est ce qui a été fait à l'Assemblée par certains hier, oui. Il est 11h18, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite, nous continuons. On va encore parler un petit peu de ce qui s'est dit à l'Assemblée, et puis de petits débats, et puis on va passer à du sérieux avec le 49.3, petit débat autour de Benzema, que j'ai trouvé aussi... Franchement, je ne comprends pas que l'on puisse s'emparer du cas Benzema, les uns pour dire que c'est maintenant le footballeur des pauvres, et les autres pour nous dire qu'il ne chante pas la Marseillaise. Il est 11h18, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio. De parler du sujet majeur de la journée, qui est le débat sur le budget à l'Assemblée nationale. Prenons Marie pour conclure sur le débat précédent que nous venons d'évoquer. Marie est à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Bonjour Marie. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Allez-y Marie, que vouliez-vous dire ce matin ? Avant tout, je présente mes condoléances à la famille qui est très digne. Oui. Deuxièmement, j'ai un cri du cœur, Monsieur Bourdin. J'ai un cri du cœur à nos députés. On a voté pour nos députés. Hier, on a vu une mascarade
à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un seul député qui a pris la parole et qui a dit « Écoutez, Lola, c'est l'enfant de nous tous. Droite, gauche, extrême gauche, centre. Travaillons ensemble pour changer les lois parce que, mon Dieu, le mot est gros, à cause de ce crime abominable, on a décelé des anomalies dans nos lois. Travaillons ensemble. Est-ce que mon cri mérite d'être écouté ou pas, Jean-Jacques Bourdin? Mais Marie, je comprends. Je comprends votre remarque. Que répondez-vous à Marie Oui. D'ailleurs, la façon dont s'exprime votre auditrice, c'est la façon dont on aimerait tous pouvoir faire de la politique à des moments comme cela. Hier que la présidente de l'Assemblée nationale intervienne et dise écoutez, on arrête les débats autour de Lola. Nous reprendrons ces débats autour des questions posées par cet atroce meurtre. Mais aujourd'hui, nous ne débattons pas du cas de Lola. Est-ce que la présidente de l'Assemblée nationale aurait dû faire ça? Oui ou non? Oui, je le pense, je vous le dis. Je trouve que c'est une bonne suggestion. Sur le moment, on est dans un moment où les gens s'écharpent et font de la politique sur ce drame. Après on peut refaire l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est dignité jusqu'à vendredi, jusqu'à la cérémonie dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. C'est silence et dignité. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, mais il faut évidemment, d'abord et avant toute chose, montrer de la compassion avec la famille. Et c'est d'ailleurs le sens de la première prise de parole d'Éric Pogé. Éric Pogé a dit qu'il parlait, pas par défendre les uns les autres. En tant que père de famille, il s'associe. Tout le monde l'a dit. Donc derrière, pardon de vous le dire, mais la réponse a aussi été apportée par le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a dit que cette personne ne pouvait pas être expulsée pour une raison qui est claire, c'est qu'elle a été victime de violences intrafamiliales. C'est ce qu'il a dit. Non, là vous déformez complètement ces propos. Ne reprenons pas. Franchement, vous indécent sur ce plateau, monsieur Dumont. Franchement, c'est pas possible. Je peux pas vous laisser dire ça. Personne ne pouvait pas être expulsé. Donc c'est tout. Je pense que vous devriez vous taire et avoir un peu de dignité à ce. Vous n'avez pas à dire aux uns aux autres. Là, si je le dis, moi je le dis parce que je suis choquée. Madame Spielbook, vous n'avez pas à dire à vos adversaires politiques de se taire. Pierre-Henri Dumont. Je sais que vous êtes habitué à avoir une majorité absolue. C'était le cas à la précédente mandat. Cette fois-ci, maintenant, vous allez laisser les autres parler. Pierre-Henri Dumont, ici c'est moi qui décide, là, de la bonne tenue des débats. On est bien d'accord, vous avez une présidente à l'Assemblée, ici c'est moi. Donc on va passer à autre chose. Marie, merci Marie, on va passer à autre chose. Puisqu'on parle de débats beaucoup plus légers quand même, un mot sur la récupération autour de Benzema. Ça, j'ai trouvé ça... Alors, d'un côté, vous, à la France Insoumise, vous êtes parti sur... c'est le milliardaire des pauvres. C'est le ballon d'or des pauvres. Tout ça parce qu'il a dit... c'était pas politique du tout, ce qu'il a dit. Pourquoi tout de suite ce genre de récupération? Il n'y a pas eu de récupération. Simplement, on a le droit de se féliciter que Karim Benzema ait le ballon d'or. Moi aussi, je m'en félicite. Et on était heureux. Mais il faut savoir aussi ce qu'a subi comme critique Karim Benzema par le passé. Mais je suis d'accord. Tout ce qu'il a pris dans la gueule, je le dis très tranquillement. Où il a été attaqué sur des positions, il était soi-disant anti-français, il voulait pas chanter la Marseillaise. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Karim Benzema, qui est un footballeur exceptionnel? C'est pas ce que je termine sur une chose. Et on a aussi dit que, contrairement à d'autres footballeurs, Karim Benzema, qui aujourd'hui joue au Real Madrid en Espagne, choisit de payer ses droits d'image en France, par exemple. Ses droits d'image, voilà. Pas tous ses impôts. Mais par exemple, d'autres joueurs comme Cristiano Ronaldo ne paient pas leurs droits d'image dans leur pays d'origine. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est un footballeur qui est issu des quartiers populaires, dans lesquels beaucoup de gens se reconnaissent. Et nous sommes très heureux que Karim Benzema ait le ballon d'or. Bon, d'accord. Bon, alors on va clore. Quant à ceux qui nous disent qu'ils ne chantent pas la Marseillaise... Oui, est-ce que c'est un... Oui, enfin bon, il n'a pas chanté une fois la Marseillaise. On sait son amour pour le maillot de l'équipe de France. Il l'a prouvé à plusieurs Moi, je le défends. Il a toujours souhaité revenir à l'équipe de France. Il a toujours mouillé le maillot. C'est un joueur extraordinaire. Vous êtes d'accord, Pierre-Henri Dumont? Non, c'est très bien qu'un Français soit à nouveau ballon d'or après le ballon d'or de Zidane en 98. On aurait pu en avoir d'autres. Zidane en 2000, Thierry Henry ou Franck Ribéry qui auraient dû avoir le ballon d'or.
En tout cas, voilà, c'est mérité et je pense que c'est une belle reconnaissance. Vous aimez le foot? J'adore le foot, je suis même capitaine de l'équipe de France parlementaire de foot. Donc, je dois vous dire que... Voilà, vous êtes capitaine de l'équipe de l'Assemblée? Oui, avec 2 autres députés. Sans les LFI? Sans les LFI, non. Ils ne veulent pas venir jouer. Les LFI préfèrent voter des motions de censure avec le RN, mais estiment qu'ils ne peuvent pas venir jouer au foot avec eux. Parce qu'on n'a voté aucune motion de censure du RN. Bon, on verra les votes. On y vient, on y vient. Je vous fais les transitions. Ouais. Vous avez réussi la transition. Il est 11h27. On va faire un peu de pub et on va parler du 49.3, du budget à l'Assemblée nationale dans 3 minutes. À tout de suite, Sud Radio. Pas politique sur Sud Radio, sur l'actualité politique avec nos 3 invités. Par ordre alphabétique, Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, député du Pas-de-Calais. Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. Et Violette Spilbout, qui est députée... Spilbout, mais les deux me d'accord. Député du Nord et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Si je vous dis que dans le cadre de la discussion du budget, le 49.3 sera utilisé en fin d'après-midi par le gouvernement, que me répondez-vous, Violette Spilbout? C'est vrai ou faux? Je pense que vous avez la bonne information. J'ai la bonne information. Très sérieusement, je la confirme. On arrive quand même aujourd'hui, mercredi, à la fin de la période du débat sur la première partie du vote du budget, la partie recettes. Oui, après, il y aura une autre partie, la partie dépenses. On arrive à un moment où il y a encore 1500, 2000 amendements à examiner. C'est-à-dire qu'on a été très lentement parce qu'on a débattu sur l'ensemble des amendements. Il y en avait des milliers. Et on arrive aussi à un moment qu'on attendait. Parce qu'il y a 10 jours, nos oppositions, de façon unanimes se sont exprimés en disant, quel que soit le contenu du budget, nous voterons contre. Donc on sait qu'on arrive à un moment décisif et ce n'est pas un passage en force du gouvernement, c'est bien l'utilisation d'un outil démocratique pour faire voter le budget, pour faire avancer la France. Donc, et c'est ça qu'il faut retenir. Il y aura 49.3 en fin d'après-midi, on est d'accord, c'est confirmé, vous confirmez, et dépôt de motion de censure. Comment ça fonctionne, la motion de censure? Il y a un ordre pour déposer, parce que, d'abord, attendez, avant de parler de motion de censure, vous allez vous associer à une éventuelle... Vous allez déposer une motion de censure, les Républicains, ou pas? Alors, on ne va pas déposer de motion de censure, parce qu'on n'a pas été élu pour bloquer le pays. Et une motion de censure, on sait très bien que si les Républicains la déposent, il y a une très forte chance qu'elle soit adoptée. Donc, que le gouvernement tombe, que l'Assemblée soit dissoute. Et je suis Vous ne voulez pas faire tomber le gouvernement. Et je ne suis pas, en tout cas aujourd'hui, sur un budget comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Pour une raison qui est très simple. C'est qu'on a été élu pour s'opposer, mais pas pour bloquer. Et que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on repartirait en élection législative, qu'on aurait à nouveau un mois et demi sans Parlement, sans gouvernement, au moment de la guerre en Ukraine, au moment où il n'y a pas d'essence, au moment où on a une tension sociale extrêmement forte dans le pays. Je ne suis pas certain que ce dont a besoin le pays aujourd'hui, c'est de l'anarchie. Motion de censure déposée par la France Insoumise, donc? Oui, elle sera. En fait, on peut la déposer au moment où le gouvernement dégaine le 49.3. Donc, effectivement, nous, on n'a jamais caché nos intentions et on a dit s'il y avait 49.3, et vraisemblablement il y aura 49.3 ce soir, on déposera une motion de censure. Donc, vous allez déposer une motion de censure. Le Rassemblement national va déposer une motion de censure. Vous ne voterez pas la motion de censure du Rassemblement national, oui ou non? Vous la voterez ou pas? On ne la votera pas. De manière vous l'annoncez? Oui, on ne votera pas la motion de censure du Rassemblement national. Comme nous n'avons pas... Parce qu'il y a débat chez vous. Non, il y a eu certaines discussions sur les stratégies politiques, mais vous avez remarqué que sur les amendements qui sont déposés par l'extrême droite, nous ne les votons pas. Et nous ne votons aucun texte avec l'extrême droite dans les instances, quelles qu'elles soient d'ailleurs dans ce pays. Donc on ne votera pas la motion de censure du Rassemblement national ce soir. Bien. Le Rassemblement national qui votera peut-être la vôtre. Après, ça, c'est la liberté de chaque groupe politique. Moi, je ne fais pas la stratégie du Rassemblement national, je vous donne la position du groupe de la France Insoumise. De la France Insoumise. Bien. Violette Spilbout, et des amendements. Le gouvernement, il faut le savoir, peut retenir ou écarter des amendements votés par l'Assemblée nationale. Alors, j'en ai quelques-uns. Quels sont les amendements qui seront gardés? Tiens, par exemple, la TVA à 5,5 sur les masques. Je pense garder. Garder. Bon, d'accord. Tiens, amendement du MoDem sur la taxation des dividendes. Je pense rejeter. Enfin, je suis sûr même. C'est un peu dommage d'ailleurs. Non, je suis sûr même. D'abord, ça serait un très mauvais signal pour l'économie et pour les investisseurs en Europe. Oui, mais on a eu un débat. 19 députés et 19 députés. C'est gentil de le rappeler, je m'en souvenais. Non, c'est vrai, le suppléant d'Elisabeth Borne. Non, mais si vous me laissez parler de cet amendement, en tout cas du fond de cet amendement, moi j'y suis, comme mon groupe, profondément opposé pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'est contraire
à la cohérence de notre ligne sur l'économie, sur l'attractivité des investisseurs pour réindustrialiser la France. Taxer encore plus les entreprises, la production, c'est le contraire de ce qu'on veut faire. Nous, on veut baisser les impôts, on l'a fait au dernier quinquennat, on continue. Et puis la deuxième raison... des plus riches comme des plus la deuxième raison, modestes. C'est que cet amendement, il est pas opérant parce que il augmenterait de 30 à 35% la taxation des dividendes pour des personnes physiques, donc pour tous les salariés qui ont des actions dans leur entreprise. Et il n'augmente pas la taxation pour des personnes morales comme des holdings, des entreprises qui ont des actions dans les entreprises. Donc aujourd'hui, c'est un amendement qui ne fonctionne pas, qui va à l'inverse de notre message économique. Et donc, très clairement, on assume de ne pas le retenir dans le budget. Pierre-Henri Dumont, Thomas Porte. Moi, j'entends l'explication de Violette Spielbout. Je note juste que elle pourrait très bien... en tant que porte-parole du groupe de la majorité, discuter avec le gouvernement. Si vous estimez que l'amendement Mattei, qui est de votre propre majorité, n'est pas opérant, vous pouvez le modifier. Le gouvernement peut inscrire ce qu'il veut dans un 49.3. Il peut changer son texte du tout au tout. Donc pourquoi ne faites-vous pas, puisque l'Assemblée nationale a décidé de surtaxer des dividendes, pourquoi ne faites-vous pas une proposition qui permettrait que ce soit beaucoup plus opérant, plutôt que de se retrouver dans une situation où il n'y a aucune taxe et que la volonté du peuple ne soit pas respectée? Alors aucune taxe, je crois que c'est là l'erreur. On est le pays qui taxe le plus la production et les entreprises en Europe. Je parlais spécifiquement du domaine des dividendes. On veut baisser les impôts. On veut aussi mettre une pression. Les impôts des plus riches pour l'ensemble et même des très riches. Pour les entreprises qui ont des gains, puisque c'est de là qu'on parle, les dividendes, les profits, parce que c'est le même sujet. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que le même sujet, les profits et les dividendes. Ce qu'on souhaite, c'est que des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont des salaires très importants pour leurs dirigeants, redistribuent. Et pour cela, on met une pression permanente. On l'a fait sur Total, qui a redistribué sur les prix à la pompe avec les 20 centimes supplémentaires à notre ristourne de 30%. On veut qu'ils investissent sur la transition écologique. De nombreuses entreprises en France doivent avoir les moyens de réinvestir pour avoir une économie décarbonée. C'est ça notre priorité. Et on veut rester compétitif. Ce sont des incitations. En tout cas, aucune obligation. Jusqu'à présent, aucune obligation, parce que nous avons un dialogue permanent avec les entreprises. L'investissement sur la transition écologique, par exemple, les bornes électriques pour les véhicules, c'est des choses qui vont avancer. Bruno Le Maire est sur le terrain en permanence sur ces sujets-là, aux côtés des grands groupes comme des TPE-PME. On doit les accompagner pour la décarbonation et l'écologie. Thomas Porte, sur cet amendement... c'est pas un amendement que le gouvernement ne retiendra pas. C'est pas un de vos amendements. Non, il est modem. C'est pas un amendement qui en plus est ultra révolutionnaire, qui va surtaxer les plus riches de ce pays qui sont déjà bien protégés. Et pourtant on l'a voté parce qu'on considérait qu'il allait dans le bon sens. Il y a quand même un problème démocratique avec le 49.3, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le gouvernement qui va faire le marché sur les amendements. Il va dire ça me va, je le garde, ça me va pas, je l'évacue, alors que ça a quand même été voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Mais là où je vous rejoins, que le gouvernement ne retienne pas cet amendement, sa philosophie, c'est de protéger les plus riches. Et quand j'entends aujourd'hui que c'est la pression du gouvernement... Sa philosophie, c'est la croissance. Je vous ai pas coupé. Quand on entend que c'est le gouvernement qui a mis la pression pour que le patron de Total revienne à la table des négociations, mais c'est faux. C'est les salariés qui ont fait 3 semaines de grève pour obliger Patrick Pouyanné à revenir à la table des négociations, qui ne redistribuent pas les richesses. Parce que vous avez parlé de dividendes, c'est quand même 8 milliards versés aux actionnaires chez Total, 2,6 milliards de dividendes exceptionnels versés d'avance, un PDG qui s'augmente de 52%. Non, ça c'est... Si. C'est un PDG qui s'augmente de 52%. Après avoir baissé ses revenus, attendez. Il va nous faire pleurer avec... Je ne vais pas pleurer, mais vous vous rendez compte l'indécence de diffuser ça? Attendez. Vous vous rendez compte l'indécence quand vous avez des gens qui n'arrivent pas à remplir leur frigo? Il va sur Twitter dire que j'ai touché que 2,3 millions d'euros. Il a touché 5 944 129 euros en 2020. Non, mais je donne les chiffres. En 2021. 28 millions d'euros il a baissé ses revenus en 2020 de 36%, il a augmenté de 51,7% en 2021. En 2020, il a baissé sa rémunération, il a quand même touché 3,9 millions d'euros. Exact. Alors il dit, je suis moins bien payé que les PDG de compagnies équivalentes ailleurs à l'étranger. Bon, est-ce qu'il est trop... Moi, il y a une question que vous avez peut-être la réponse. Je me posais en regardant ces chiffres. Est-ce qu'il paie ses impôts en France, Patrick Pouyanné ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les revenus... ce qu'on sait, c'est que l'entreprise Total est une entreprise multinationale. Est-ce qu'il paie ses impôts en France? S'il paie ses impôts en France, pardon de vous dire, il va payer beaucoup d'impôts. Donc c'est bon pour le budget de l'État. Non, mais moi, j'ai pas
sur la question de l'impôt de Patrick Pouyanné, moi j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je l'ai pas, on sait que Total n'en a pas payé, par exemple. Ça, c'est un premier élément. Je parle pas de Total, le sujet qui est posé sur la table, au-delà de la rémunération du patron de Total et de son augmentation, c'est redistribuer la richesse dans l'entreprise aux salariés. C'est ça qui est posé. Aux salariés, aux consommateurs aussi, en baissant les prix. Mais ça vous a pas dérangé quand le prix à la pompe a explosé au début? Personne ne s'est posé la question de savoir si les Français ne pouvaient pas faire le plein quand le prix a explosé. Ce sont les Républicains qui ont quand même forcé la main du gouvernement lors du projet de loi de finances rectificative cet été. Non, c'est un accord de couloir pour avoir un vote. Pour imposer une diminution, une ristourne à la pompe de 30 centimes, pour imposer une réduction de chez Total de 20 centimes, ce qui fait 50 centimes de réduction sur la pompe. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut prolonger ça. Deux points. Non, c'est pas prolonger, c'est prolonger la ristourne jusqu'à mi-novembre et la réduction totale est totalement oubliée. Et je pense que c'est une... Non. Elle est prolongée aussi. Oui, mais c'est jusqu'à quelques Non, elle est prolongée comme le gouvernement. Oui, jusqu'à mi-novembre. Alors que c'est censé être s'arrêter fin octobre. Donc ça fait 2 semaines de plus, alors que les Français n'ont pas pu mettre de carburant et que les prix aujourd'hui, j'ai parlé avec un chauffeur qui nous a amené ici, il a fait un plein à quasiment 3 € le litre. Voilà. Donc c'est ça aujourd'hui la réalité. Moi, deux points. Un premier point par rapport au député Porte qui nous dit c'est honteux le salaire du PDG de Total. Enfin, pardon, on ne pouvez pas dire que Benzema est le joueur du peuple alors qu'il touche un salaire qui est 2 fois plus élevé que le directeur de Total qui embauche des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Benzema n'est pas un patron d'entreprise. Et donc, justement, moi je trouve que c'est un peu plus. Je trouve que le PDG de Total apporte peut-être un peu plus, et sans enlever aucune qualité de footballeur à Karim Benzema que j'aime beaucoup, apporte beaucoup plus à la France, au rayonnement de la France et aux salariés que Karim Benzema. Après, c'est une échelle de valeur. Vous pouvez dire l'un et l'autre. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre la façon dont vous le présentez. Deuxième point sur la question du 49.3. Le sujet n'est pas technique. Le sujet est politique, Madame Spielbout. Est-ce que vous estimez que c'est normal qu'après tant de débats, l'ensemble des amendements soit, comme vous l'avez parfaitement dit, Monsieur Porte, soit ce marché géant où le gouvernement prend et prend pas. Le gouvernement va prendre quoi au final sur l'ensemble des amendements? On va voir. Attendez, j'ai d'autres questions. Ils vont prendre la TVA à 5,5% sur les masques qui a été mis par le PS. Ils risquent de prendre le relèvement du plafond des tickets restaurants qui était proposé par les Républicains. Enfin, est-ce que, ça fait un projet politique? Attendez. La suppression de l'avantage fiscal pour les jets privés, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? La suppression là-dessus, j'ai pas la réponse parce que moi j'ai pas eu de brief du gouvernement. Vous savez, les discussions sont encore en cours, y compris avec les présidents de groupe, parce que c'est pas vrai. En fait, il y a une discussion sur ceux de la majorité, les amendements, mais pas avec ceux de l'opposition. Il y a en tout cas pas mal de discussions. Vous le savez très bien. Non, c'est pas vrai. Quand on est propriétaire d'un jet privé, on a un avantage fiscal. Non, mais moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait moins de jets privés qui polluent l'atmosphère. Et je suis favorable aussi à que tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent et les grands patrons en redistribuent beaucoup plus. Donc là-dessus, sur le fond des valeurs, des solutions, voilà. Mais après, je trouve quand même un peu fort de café que ce soit la NUPS qui nous donne des leçons de morale sur la taxation des plus riches quand ils ont comme leader Jean-Luc Mélenchon, qui vient à la braderie de Lille en SUV comme un prince, qui a fait des allers-retours avec l'Amérique latine en business class et qui fait partie des 1% des plus riches. Enfin, à un moment, il faut être cohérent aussi avec soi-même. Alors attendez, hausse du plafond de crédit d'impôt pour la garde des enfants de moins de 6 ans. Là-dessus, tout le monde est d'accord, je pense. On garde 3 500 €, donc une augmentation, presque un doublement de ce plafond de crédit d'impôt pour les gardes d'enfants. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens et qui vont être retenues, à mon avis, dans le 49.3 ce soir. Sur la réduction de l'impôt sur les sociétés pour les petites PME. Là aussi, proposé par le MoDem, bon sens. On sait qu'aujourd'hui, c'est les TPE PME qui souffrent le plus parce que les grands groupes ont des marges de manœuvre. D'ailleurs, les grands groupes signent beaucoup d'accords en ce moment d'augmentation des salariés parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils vont réussir à compenser l'inflation. Et les TPE PME, elles, c'est plus difficile pour elles parce qu'il y a la crise énergétique et il y a le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État, qui commencent à être effectifs maintenant. Donc, baisser les impôts pour les TPE-PME, c'est quelque chose qui va continuer. Il y a le bouclier qui va les aider à surmonter la crise énergétique. On va être très attentif à notre tissu économique, à nos artisans, commerçants, TPE-PME. D'autres amendements? Oui, il y a un autre amendement qui a été voté. Moi, j'aimerais avoir une réponse sur la question de l'exit tax. L'exit tax?
Écoutez, sur celle-là, je ne peux pas vous répondre. Comme je vous dis, je ne suis pas en QCM à la place du gouvernement. Bon. Vous avez des discussions aujourd'hui. On verra ce soir. Il n'y a pas de discussion avec les présidents de groupe de l'opposition, c'est pas vrai ça. Bon, ils ont tous été reçus à de nombreuses reprises. Et puis je rappelle quand même que qui ne veut pas le débat, c'est vous, c'est bien les oppositions qui dites au gouvernement que vous ne voulez pas. Vous dites au gouvernement d'avance que vous ne voterez pas le budget. C'est bien vous qui obligez aujourd'hui notre majorité ne tombe dans le panneau de faire retomber le 49.3 sur l'opposition. Si vous aviez accepté de débattre, on aurait fait autrement. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis Mais on le voit dans vos postures hier à l'Assemblée. À l'Assemblée, c'est en permanence des rappels au règlement pour redire toujours la même chose. C'est pas pour avoir les débats de fond avec la NUPES. Il n'y a pas d'obstruction parlementaire, contrairement à ce qui est dit. Il y a des débats qui sont menés depuis plusieurs jours sur le fond. Des amendements sont discutés. Sauf qu'aujourd'hui, la communication du gouvernement, c'est de faire reposer le 49.3 sur l'opposition, qui est un processus, je le redis, qui est absolument antidémocratique. D'ailleurs, 80% des Français sont opposés au 49.3 sur le budget. Jean-Luc Mélenchon était membre du gouvernement Rocard. T'es proche de Rocard en tout cas. Je ne sais pas s'il était membre. Je vous dis ça parce que Michel Rocard est le champion du 49.3. Oui, mais dans l'histoire de la Ve République. Donc, je dis ça comme ça. Il ne vous a pas aussi échappé que les gens peuvent évoluer et changer de position sur l'utilisation d'outils. Et c'est grâce à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, vous ne le dites pas, parce que c'est quand même la réforme constitutionnelle de Nicolas Sarkozy qui a fait qu'on pouvait utiliser que le 49.3, non pas tout le temps à disposition, comme c'était le cas auparavant, en particulier sur Rocard, mais qu'une seule fois. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy disait que c'était un aveu de faiblesse de l'utiliser. Et il a jamais utilisé. Non, mais là, on est en majorité relative, c'est très différent, en fait. Bon. Eh bien, écoutez, nous allons terminer sur une réalité du quotidien, c'est-à-dire l'énergie, le coût de l'énergie, la pénurie d'essence. Il est 11h46. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai. Avec nos 3 députés qui sont avec nous par ordre alphabétique. Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, député du Pas-de-Calais. Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. Et Violette Spilbout, qui est députée du Nord, porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. C'est plus LREM maintenant, c'est Renaissance à l'Assemblée nationale. Bien, nous allons parler du 49.3, mais je voudrais parler du quotidien des Français, de la pénurie de carburant, toujours, de cette grève de la CGT, toujours dans les raffineries. Vous comprenez que dans les raffineries, on fasse toujours grève, que la CGT. D'ailleurs, vous allez organiser une nouvelle marche en commun, non, avec les syndicats qui vont bien vouloir. C'est en discussion, effectivement. D'après mes informations, ce soir, rencontre. C'est vrai ou pas? Il y avait une rencontre, oui. Et je crois que c'était même hier soir. C'était hier soir, bon d'accord. Vous êtes mieux informé que moi. J'ai pas encore les éléments, c'est en discussion. Oui, moi je comprends la grève dans la raffinerie et évidemment je les soutiens puisque j'ai fait le tour de plusieurs raffineries du pays la semaine dernière. Vous les soutenez Bien sûr, parce que quand on dit accord majoritaire, aujourd'hui, celles et ceux qui décident de la grève, c'est pas les 2 personnes qui sont dans un bureau qui signent, c'est les salariés sur le terrain. Et elle est reconduite entre 80 et 100% la grève dans les raffineries de Total. C'est ça aujourd'hui. Elle est reconduite par combien de... Elle est reconduite par les gens qui décident de se mettre en grève. Et aujourd'hui, quand j'entends Bruno Le Maire dire une grève est illégitime, depuis quand un gouvernement décide qu'une grève est légitime? Non, mais là, je vous pose la question. Combien de personnes votent la grève? Les gens qui rentrent sur les postes de travail, qui 15 sont... Non, il y a 20. Ça dépend des sites. Mais 90 en France. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. La réalité. La réalité, c'est des gens qui sont mobilisés pour des hausses de salaire. Et moi, je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, évidemment, le quotidien, il est difficile. Quand on n'arrive pas à mettre de l'essence dans sa bagnole, c'est dur. Mais si aujourd'hui, les salariés de Total, dont le PDG s'augmente, je le redis, de 52%, si ces gens-là, dans une entreprise qui a réalisé 18 milliards de bénéfices, n'arrivent pas à avoir d'augmentation de salaire, qui va avoir des augmentations de salaire demain dans ce pays? 7% proposé par Total. Non, c'est 5 plus 2. Et les plus 2, ce sont des primes. Ce sont des primes. Plus et les gens tout le reste. Les gens demandent des hausses de salaire, pas des primes. Bien. Plus tout le reste. Mais ça, on ne va pas revenir sur ce débat autour des salaires et de ce que touchent les salariés des raffineries. Si, c'est le fond de la mobilisation. Oui, mais c'est ça la mobilisation des salariés. Vous n'allez pas quand même, vous n'allez pas les plaindre. Vous allez les plaindre, les salariés des raffineries? Mais c'est pas une question de plaindre ou pas. Non, mais est-ce qu'ils sont bien payés? Je vous pose une question simple. Est-ce qu'ils sont bien payés ou pas à vos yeux? Non, ils sont pas assez bien payés. Ils sont pas assez bien payés. Je donne un élément qui n'est pas de la rémunération. Ce sont des gens qui ont une espérance. Quand vous êtes sur une raffinerie, vous avez une espérance de vie de 7 à 8 ans différente par rapport à d'autres salariés. Et les chiffres de la direction de Total, 5 000 € sont des chiffres mensongers qui sont absolument scandaleux, qui ont été d'ailleurs démontés par toutes les... Chiffre de l'INSEE, j'ai les chiffres de l'INSEE, c'est en moyenne 4 000 € par mois. Chiffre de l'INSEE.
Je vous le dis, chiffre officiel. Mais venez faire un tour sur les piquets de grève, ils ont tous publié leur putain de salaire. Après, que des gens manifestent parce qu'ils estiment que leurs salaires ne sont pas à la hauteur de la pénibilité du travail, ils sont devant des risques chimiques, ils ont des technicités particulières. Tout ça, nous, on n'a pas à le contester. Ce qu'on conteste aujourd'hui, nous, la majorité présidentielle, c'est ce blocage par un nombre très faible de salariés sur un secteur particulier qui est le secteur du carburant et qui prend en otage tous les Françaises et les Français qui sont bloqués. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Là, aujourd'hui, moi, je considère qu'après les jours et les jours de négociations, après un accord majoritaire, c'est vraiment irresponsable. C'est penser à un intérêt particulier et pas à l'intérêt général de toutes celles et ceux qui travaillent. Vous savez, dans ma circonscription, dans le Nord, où il y a eu énormément de problèmes, j'ai plein d'artisans du bâtiment, par exemple, qui ont les camionnettes qui sont à l'arrêt, qui peuvent pas aller sur les chantiers. Il faut mettre en chômage technique. C'est des complications, c'est de l'inquiétude. Aujourd'hui, à la veille des vacances, les Français, ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir un peu de responsabilité collective. 7%, c'est pas rien. Que disent les Républicains ? Nous, on a été extrêmement clairs. On a alerté depuis le début. Moi, j'ai alerté le ministre des Transports il y a plus de 2 semaines. Qui sera là avec moi demain, d'ailleurs. Je pourrais lui dire. Je lui ai dit que dans la situation dans le Pas-de-Calais, qui était le premier département touché par la pénurie, il y avait un vrai sujet et qu'il fallait vraiment s'y atteler. Il m'a dit que c'était pas de son ressort, que c'était pas du ressort du ministère des Transports, mais plutôt de l'énergie. Bon, donc ça. Moi, il m'a pas dit la même chose. Il m'a dit, j'en parle avec le préfet et il était très mobilisé. Je vous montrerai l'échange épistolaire. Il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est quoi ? C'est qu'on a aujourd'hui moins d'une centaine de personnes qui bloquent des millions de Français. Ça doit cesser. Nous, on a toujours dit au niveau des Républicains qu'il fallait réquisitionner, pas au compte-gouttes, mais réquisitionner tous les dépôts, toutes les raffineries. Il faut absolument tout débloquer et il faut arrêter ce système où c'est une petite partie de personnes qui ne sont pas majoritaires dans les organisations syndicales qui décident de faire l'appui et le beau temps en France, qui décident de faire l'appui et le beau temps sur leur site. Ils ont le droit aussi de se mettre en grève. Ils ont le droit de se mettre en grève, mais il y a aussi un droit qui est un droit à chacun de se déplacer, qui est un droit à chacun de travailler. Aujourd'hui, celui qui est pénalisé avec les dépôts qui ne va pas d'essence dans sa voiture, c'est qui ? C'est pas le bourgeois, c'est pas le grand chef d'entreprise, c'est pas le patron de Total. Lui, il s'en fiche. Celui qui est pénalisé, c'est qui ? C'est l'infirmière libérale. C'est la maman qui, en ruralité, dans ma circonscription, doit conduire ses gamins à l'école ou doit conduire sa fille à la danse. C'est ça, aujourd'hui, ceux qui sont pénalisés par la grève que vous incitez à développer avec vos marches qui rassemblent moins d'abonnés que le Racing Club de Lens lors de ses matchs à domicile. C'est ça, la réalité du pays aujourd'hui. Mais c'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, tout le monde a vu les images de la marche, elle a été massive. Non, mais les images, c'est une chose, les chiffres. Alors, les chiffres, moi, je ne veux pas ouvrir le débat sur les chiffres entre 100 000 et 300 000, il y a 200 000 d'écart. Ça me paraît beaucoup. Donc, qui ment ? Je ne sais pas. Mais enfin, bon, peu importe les chiffres, on ne va pas reprendre ce débat parce qu'il est éternel. Oui, terminé ? Non, et donc du coup, il faut, réquisitionner les dépôts et il faut surtout faire en sorte d'éviter la contagion. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de se passer, par exemple, à la centrale nucléaire de Gravelines qui touche ma circonscription, qui est la plus grande de France. On a des salariés qui se mettent en grève et ça va avoir quoi comme conséquence ? Ça va avoir par conséquence que les révisions qui devaient avoir lieu des cuves vont être décalées dans le temps et que la remise en service qui était prévue, la maintenance est décalée, la mise en service donc risque de coupure d'électricité qui était prévue début janvier, elle aura lieu au mieux fin janvier, c'est-à-dire qu'on sera passé le pic de consommation et ça mettra encore plus en difficulté le pays, en particulier les petites gens. C'est une responsabilité que les grévistes prennent. Est-ce que vous comprenez cela ? Non mais vous savez, faire reposer sur la responsabilité des salariés en grève les pénuries d'électricité, le dysfonctionnement du service, alors qu'il y a eu un service public qui a été détruit depuis des années, c'est ça qui pose aujourd'hui problème dans le pays, c'est pas les salariés qui se mettent en grève. Et encore une fois, ici, ils se mettent en grève, c'est pas pour leur plaisir, c'est pas pour mettre le pays en difficulté, c'est pas parce qu'ils ont envie de faire chier les gens, comme j'entends des fois, c'est simplement parce qu'ils ont envie d'avoir des augmentations de salaire et qu'ils considèrent qu'ils sont pas assez payés. Mais il n'y a pas que les salariés de l'énergie qui aujourd'hui sont en colère dans la grève qu'il y a eu hier. Il y a eu des salariés de l'agroalimentaire, il y a eu des salariés de petites boîtes qui se mobilisent parce que la question du pouvoir d'achat elle est posée dans le pays. Et vous avez refusé d'augmenter le SMIC comme on le demandait à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la question du pouvoir d'achat, elle est dans la tête de tous les citoyens, quel qu'il soit le secteur d'activité. Les gens veulent être revalorisés parce qu'ils ne sont pas payés à la hauteur. Le SMIC est une chose, et les salaires, ce qu'on appelle les salaires médians, les salaires moyens, dont on ne parle jamais. Mais c'est la question du pouvoir d'achat. On parle toujours des très hauts salaires ou des plus bas salaires. On ne parle jamais des salaires moyens. Convoquer une conférence sur les salaires, c'est la proposition qu'on a mise sur la table aujourd'hui.
convoquer une conférence sur les salaires. On a quand même, là aujourd'hui à EDF, à nouveau des salariés comme à RATP, comme à SNCF, qui ont plus de sécurité d'emploi que d'autres. On a aujourd'hui des Français, des Français qui de plus en plus se désolidarisent de ces mouvements de grève qui bloquent le pays et qui créent de l'incertitude, de l'insécurité. Sur l'énergie, tout le monde est prêt à faire des efforts. Les entreprises, les habitants. On nous parle du chauffage à 19 degrés, de limiter sa consommation d'eau, d'être en télétravail, donc de modifier nos habitudes profondément pour atteindre cet objectif de sobriété énergétique. Et pendant ce temps-là, on a des salariés de Gravelines qui militent pour leur propre salaire et qui bloquent une centrale qui bloque et qui crée peut-être le doute de ces coupures d'électricité. Alors nous, on a une mobilisation qui est celle du gouvernement jour après jour pour qu'EDF tienne ses engagements et qu'il y ait les 45 MWh en plus avant la fin de l'année. Ça aurait été mieux de pas fermer Fessenheim. Bien, merci Violette Spielbout, merci à nos trois invités, à Thomas Porte et à Pierre-Henri Dumont. Merci, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être venu nous voir. Allez, nous allons continuer après-midi avec un autre sujet. Le réchauffement climatique en France s'annonce pire que prévu, nous dit une enquête des chercheurs de Météo France et du CNRS. On va en parler juste après les infos de midi. Et demain, n'oubliez pas, nous serons avec le ministre des Transports en direct du Mondial de l'Auto. Il sera avec moi pour plusieurs questions et ensuite il dialoguera avec vous au 0826 300 300. Il est 11h58.